Bonjour. Alors, grande question. Comment pénétrer le marché nord-américain? Le rêve de beaucoup d'entreprises. Certains ont essayé, ils ont réussi. D'autres, ça n'a pas trop bien marché. On a la chance d'avoir 3 experts, ou du moins un expert et 2 entreprises qui vont vous raconter leur histoire. L'idée, c'est que vous ressortez d'ici avec un retour d'expérience, une recette magique peut-être, et que l'année prochaine, c'est vous qui veniez nous raconter votre histoire. Je vais laisser la parole à Bradley pour commencer, et puis ensuite, vous aurez le retour d'expérience des sociétés The Cosmo Company et Tilke. Merci Maud. Je m'appelle Brad, je suis d'origine américaine du Missouri. Depuis 30 ans, j'ai créé 10 startups, mais en France. Donc j'ai poursuivi le rêve américain, mais dans l'autre sens. J'en ai vendu 4, j'en ai mis 3 en sommeil tranquillement. Et aujourd'hui, j'ai 3 activités différentes. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Tim Sommet de la société Tilke, il est fondateur et CTO. Et j'ai à ma gauche Hugues de Banel, The Cosmo Company, qui est déjà présent à San Francisco. En quelques idées pour démarrer, et ce que je vois très souvent, donc je viens d'accompagner une trentaine de sociétés depuis 15 jours pour les préparer pour le pitch au CES à Las Vegas. Donc en gros, tu as 20 secondes pour passer à la deuxième étape qui est « Est-ce que je peux te montrer la démo ?» Donc là, il faut être super percutant et je pense que c'est déjà un message clé. Comment est-ce que je peux exprimer la valeur de ma solution très, très, très rapidement? Ce qui est vraiment agréable à faire du business aux États-Unis, c'est qu'on arrive à toucher des gens très rapidement, même des fois des niveaux hiérarchiques, le président de l'entreprise, très rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce que la plus grande hantise d'un Américain, c'est de passer à côté de l'affaire du siècle. Là, si jamais j'apprends que je suis passé à côté de l'affaire du siècle, je ne me pardonnerai jamais. Et donc, nous sommes toujours dans une attitude de « yes ». Yes, ça m'intéresse, explique-moi. Alors, le problème, c'est que là, tu as à peu près 3 minutes top chrono. Je suis peut-être un peu généreux. Il faut être vraiment très percutant et il faut mettre tes arguments de valeur en avant tout de suite, d'une manière très compréhensible. Et il faut parler business. En gros, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour gagner $1 million? Si j'ai compris comment on peut gagner $1 million ensemble, devine quoi? J'ai envie de passer à la deuxième étape. Si je ne comprends pas, ce n'est pas clair, la proposition de valeur n'est pas compréhensible, ça va rester très courtois, mais les portes vont se fermer très rapidement. On restera amis, n'est-ce pas? On prendra une bière à l'occasion, mais l'occasion ne va plus jamais se produire. Donc, pour cela, il faut vraiment bien roder ton discours. Il faut que ce soit vraiment lissé avec des arguments chocs au niveau de la valeur. On s'en fout de la technique, donc ça gêne toujours les génies de la technique pour dire que j'ai fait ci, ça clignote, ça sonne là. Ce n'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan du business pour qu'on gagne $1 million ensemble? C'est ça la grande question. Deuxième point, ce n'est pas toujours le meilleur produit qui gagne. Donc, ce n'est pas parce que le produit est absolument génial qu'il va percer aux États-Unis. Il faut penser très rapidement comment est-ce que je vais l'accompagner sur le plan du marketing. Et là, je découvre des choses mais absolument incroyables. Je n'ai pas besoin de les inventer parce que la réalité est beaucoup trop drôle et riche de choses qui sont vraiment des bêtises. Je prends que le mot mobilité et tous les raccourcis qu'on pourrait faire avec le mot mobilité. Et on peut s'arrêter avec mob en pensant que c'est très cute, très drôle et que c'est sans doute très intelligent, n'est-ce pas? Sauf que ça fait la mafia. Donc, mob ceci et mob cela, à mon avis, ça ne va pas être très convaincant. Les gens ne vont peut-être pas vouloir s'associer tout de suite à la mafia, peut-être après. Mais en tout cas, pour mettre les gens en confiance, il y a peut-être d'autres mots.
Donc, il faut vraiment bien réfléchir et valider votre nom de société et votre baseline avec un anglophone, de préférence un américain, parce qu'il faut quand même comprendre que l'Angleterre et les États-Unis sont quand même deux pays séparés par une langue commune. Donc, même si on utilise beaucoup de mots qui sont semblables, l'utilisation va être quand même très différente. Donc, validez votre nom et validez votre baseline avec quelqu'un du pays. Ce sont les premiers points. Deuxième point, think big. J'ai accompagné une société qui avait créé un petit module en gestion prévisionnelle des ventes. C'était un bel outil, ça marchait bien. Et ils voulaient essayer de lever des fonds aux États-Unis. On est parti en Californie et on a eu l'occasion d'expliquer nos cas à quelques investisseurs potentiels. Et la demande était 500 000 $. Et en fait, au bout de 20 minutes, la personne qui avait fait déjà beaucoup d'investissements de ce type disait « Mais vous faites quoi avec 5 millions ?» Et là, on était sec. Parce que mon entrepreneur avait imaginé ce qu'il aurait pu faire avec 500 000 $. 5 millions, il n'avait vraiment pas d'idée de ce qu'il pourrait faire avec 5 millions de dollars. Sauf augmenter le salaire du PDG, par exemple, mais ce n'est pas très convaincant dans le business plan. Donc, il faut vraiment se dire que si jamais ça marche aux États-Unis, ça va être beaucoup plus grand que ce que j'imagine. Et donc, il faut être préparé à aller très vite. Et il faut rajouter quelques zéros à ton plan d'affaires. De même, quand on y va, on se dit, tiens, ça va coûter un peu d'argent. Je pense qu'il faut toujours se faire un budget. Ensuite, on le triple. Et quand on l'a triplé, probablement, on sera dans la bonne dimension du risque que je suis prêt à prendre ou pas. Mais ne sous-estimez pas la mise de fonds. On a eu beaucoup de cas depuis beaucoup d'années où les gens y vont trop légèrement en se disant avec 100 000, 200 000, 300 000, je vais y arriver. Ça ne suffira pas. Déjà, vous allez obligatoirement être associé d'une manière ou d'une autre à un local. Je pense sur le plan commercial, il est très intelligent d'être avec un local. Les gens dans les grandes villes aux US coûtent très cher. Un développeur informatique, je pense qu'en Californie, pour moins de 100 000 $, ça va être très compliqué. Plus tout ce qui s'ensuit. Oui, donc voilà. Bon, on va passer rapidement aux deux exemples et ensuite je vais rebondir là-dessus. Hugues, donc présent déjà aux États-Unis, The Cosmo Company. Oui. Donc Hugues Debantel de The Cosmo Company, effectivement, directeur général et cofondateur. On a créé la société en France il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Sur ce qu'on appelle la modélisation et la simulation de systèmes complexes, COSMO étant l'acronyme de Complex System Modeling. Alors ce que l'on fait à partir de nos solutions, c'est créer des outils de la décision optimale pour les équipes de direction sur des sujets éminemment complexes. Donc on a créé une méthodologie et une plateforme qui permettent de créer en gros des outils de la décision à partir d'une approche système complexe. Alors ce n'est pas du big data, ce n'est pas les approches à partir des données, donc des corrélations, c'est une approche à partir des causalités. Et donc ce que cela permet de voir, en gros, c'est l'impact de décision sur l'ensemble des systèmes des entreprises afin de pouvoir prendre de meilleures décisions. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, effectivement, un des éléments clés, quand on a des approches comme la nôtre, c'est de ne pas trop parler de sa technologie parce que personne n'y comprend grand-chose. C'est-à-dire que système complexe, ça fait plutôt peur. Et donc, effectivement, on va sur des outils d'aide à la décision optimale et on va très vite, nous, sur les sujets qui nous intéressent, qui sont, par exemple, ce qu'on appelle en américain l'Asset Investment Optimization, qui est les outils d'aide à la décision sur les allocations d'actifs OPEX, CAPEX sur
les grands réseaux, donc par exemple le réseau électrique, le réseau ferré, le réseau de gaz, sur lesquels, en gros, tous les dirigeants ont besoin de prendre des décisions. Est-ce que je maintiens? Est-ce que j'investis? Et si vous prenez des exemples de cela, vous allez prendre par exemple la transmission électrique en France, c'est RTE, 800 millions d'euros d'investissement par an. S'ils peuvent optimiser cela de 10% par an, c'est 80 millions. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent avec des acteurs comme nous. Et vous pouvez le faire sur à peu près tous les gestionnaires de réseaux ou d'actifs mondiaux qui gèrent beaucoup d'actifs. Ils ont aujourd'hui des visions en silo, en gros, classe d'actifs par classe d'actifs, et à partir de nos solutions, ils peuvent avoir une vision systémique et donc avoir une bien meilleure optimisation de leurs investissements ou de leur maintenance. Donc, voilà. Implanté aux États-Unis, en Californie. Alors maintenant, pour les États-Unis, effectivement, on a décidé de venir alors aux États-Unis, pourquoi d'abord? Parce qu'il y a quand même une règle qui est assez connue, qui est que les sociétés qui veulent croître sont en général born global. Donc avec la volonté de ne pas être qu'en France, mais également en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est un marché gigantesque. Si on prend les États-Unis plus le Canada, c'est un marché unifié, gigantesque. Alors pourquoi San Francisco plutôt qu'ailleurs? Parce que c'est ça véritablement la bonne question pour nous. Parce qu'il y avait une volonté des cofondateurs d'être présents là-bas, une sorte de rêve de gamin, il ne faut pas l'oublier. C'est important, on vit nos rêves et il y avait la volonté de vivre ce rêve-là. La Silicon Valley, c'est dans notre domaine, donc le logiciel et le logiciel d'optimisation et de simulation, un des cœurs mondiaux, avec énormément de développeurs, de marketing, de vendeurs qui maîtrisent très bien ces sujets-là. Donc on voulait être là. C'est un marché direct en tant que tel qui est important. Il faut se rappeler que si on prend que la Californie, on est déjà à peu près à la taille du marché français. Donc c'est un marché direct important. Et avec beaucoup d'acteurs extrêmement dynamiques et innovants. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles on a souhaité être là-bas. Et avec une vision de moyen terme également, qui était le financement. Parce que je pense qu'il doit y avoir à peu près 40 fois le montant des financements européens, si on prend uniquement la Californie, si on prend les VC de la Californie, je pense que c'est à peu près 40 fois la dimension de ce qu'on peut avoir en Europe. Donc quand on veut financer le développement de ces sociétés comme la nôtre, c'est un des endroits où il y a beaucoup de fonds, pour financer nos types d'histoires. Donc raconte-nous une bêtise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, on a commencé en fait avec une approche qui avait fonctionné en France, qui était l'approche service professionnel. Donc on va voir des clients et on leur dit on a une super techno et à partir de ça on va pouvoir vous créer une solution, un produit qui va répondre parfaitement à vos besoins. Quand on est arrivé avec ce discours en Amérique du Nord, qui fonctionnait bien en Europe, parce que les ingénieurs européens aiment bien ce genre d'histoire, ils sont curieux de nature, donc c'est super, système complexe, j'ai envie d'en savoir plus. Aux États-Unis, on annonce système complexe, j'ai pas du tout envie d'en savoir plus. C'est pas notre mot préféré, on a un mot qu'on aime beaucoup plus, qui est simple. Voilà, c'est ça. Et donc, on a essayé avec une approche effectivement service professionnel, et on s'est rendu compte dans un premier temps qu'ils souhaitaient avant tout un produit, une proposition de valeur, un business case. Donc je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, ça va me faire gagner combien? Est-ce que je peux l'utiliser tout de suite? Il n'est pas question que j'ai un développement de 3 ans sur ton truc. On veut avoir un produit ready to go avec un upside immédiat et chiffrable, des business cases, des business cases clairs. Et donc ça a été la première erreur. C'est-à-dire qu'on a fait ça avec un sales local, mais qui n'avait pas du tout le bon profil, parce qu'il avait un profil plutôt intello, effectivement, service professionnel. Et donc, il nous a gardé un peu dans cette idée-là que ça pouvait marcher dans un premier temps. Et je crois qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui commencent par prendre un premier commercial et qui se plantent avec le premier. Je crois que c'est un standard. Oui, je pense. Donc, quand on a passé le premier, normalement, on est sur la bonne voie. Donc, nous, on en est à notre second. Donc, je me dis qu'on doit se rapprocher du bon résultat. Donc, ça, la première chose. Deuxième chose, on n'avait pas envoyé un fondateur là-bas. Et du coup, il y a énormément de différences, beaucoup plus que ce que l'on croit culturelles entre la France et l'Amérique du Nord. Et la distance n'aide pas. Et donc le fait d'avoir un cofondateur là-bas, qui est ce que l'on a aujourd'hui, que l'on n'avait pas au départ, ça a été une erreur au départ, qu'on a résolu aujourd'hui. Donc on a quelqu'un là-bas qui est présent et qui du coup peut créer ce qu'on n'avait pas non plus, qui est un réseau. Parce que quand on commence un business en France, la première chose que l'on a, c'est un réseau. On a tous un réseau.
Et on a tous des gens qu'on connaît autour de nous qui peuvent nous rapprocher de nos clients, qui peuvent nous rapprocher de partenaires possibles pour nos clients. En Amérique du Nord, on commence, on n'a pas de réseau. Et le fait de pouvoir amener un cofondateur là-bas, qu'il crée son réseau, qu'il soit présent, alors nous c'est dans la vallée, mais qu'il rencontre, et tu l'as dit tout à l'heure, on peut très facilement rencontrer beaucoup de gens à partir du moment où on a effectivement un peu travaillé son pitch, les éléments de proposition de valeur, on peut rencontrer des gens et se créer un réseau. Et je pense essentiel qu'un des fondateurs aille là-bas, ou en tous les cas qu'un membre clé de l'équipe parte là-bas, tout simplement pour établir cette relation de confiance, créer ce réseau et créer les liens entre la société française et la société nord-américaine dans les deux sens. Il faut en permanence avoir, pour moi, cette idée en tête de créer des ponts, des bridges entre les deux sociétés et de passer beaucoup de temps à communiquer en fait les besoins d'un marché par rapport à l'autre et de faire ces ponts en permanence. Et c'est grandement facilité par l'envoi d'un des cofondateurs là-bas. Quand je dis cofondateur, pourquoi je dis cofondateur? Parce qu'en général, dans nos stades de développement, ils ont le pouvoir de décision. Et c'est important qu'un décisionnaire soit là-bas. Voilà. Donc, super. Voilà. On va revenir au cas du Cosmo Company. Mais avant, Tilki, qui a déjà eu 2 expériences. Donc, une première expérience il y a quelques mois qui a moins bien fonctionné. Et vous avez eu quelques apprentissages. Et là, vous revenez à la charge avec plus de réussite cette fois-ci. Tim? Je vais essayer de vous le faire rapide. Tilki, nous, on édite un logiciel qui permet à nos clients, qui sont des commerciaux, de doubler leur taux de conversion, donc d'augmenter leur vente. Pour rebondir sur des choses qui ont déjà été dites, l'un des points fondamentaux aux États-Unis, c'est le pitch, et de partir de la pain, du challenge du client et pas d'aspect technique dont ils n'ont absolument rien à battre. Pour être très pragmatique dans les retours qu'on a fait, donc moi sur les 18 derniers mois, j'y ai passé un peu plus de 9 mois aux États-Unis, côte Est à 95%. Pourquoi? Parce que mes clients sont là-bas. Ça ne m'intéressait pas d'avoir de la R&D ou de la techno en Silicon Valley. Tout ça a des coûts complètement prohibitifs, mais ce qui m'intéressait, c'est d'attaquer mes clients qui sont à 70% côte Est. Qu'est-ce que je peux vous faire comme retour d'expérience? D'abord, mes prospects ou les gens que j'ai contactés n'ont pas un agenda après 2 semaines. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je prends rendez-vous avec un grand compte, j'ai rien avant 1 mois, voire 2, 3, 4 mois. Aux États-Unis, c'est l'extrême inverse. Donc, ça ne sert à rien de se planifier des séances de rendez-vous 2 mois avant le voyage. Vous n'aurez rien du tout. Ils ne savent pas faire. Enfin, je te demanderai, Brad, éventuellement de confirmer ou pas, mais moi, j'ai jamais arrivé. Par contre, c'est extrêmement facile de choper un rendez-vous avec un C-level dans la semaine. Il faut effectivement employer du vocabulaire comme disrupt, revolution. Voilà, on est les rois du pétrole, les rois du monde, on sait tout faire, on est les meilleurs. Et il faut le dire. Sinon, à l'inverse, ça c'est notre réflexe plutôt français de se downsizer. Eux, ils attendent vraiment l'inverse. D'accord ? Sinon, on passe pour des Roumains. C'est avec toute l'amitié que je peux avoir pour la Roumanie. Disons, on est un peu marseillais de ce côté-là. Il faut en faire beaucoup. Je vais rajouter sur l'aspect roumain. Autant les Français sont extrêmement bien perçus en tant que profil. Demain, si je vais postuler aux États-Unis, on va me faire un pont d'or, d'accord, dans une boîte américaine. Autant on est très bien perçu quand il s'agit de bouffe, de luxe ou de tourisme. Mais pour aller vendre du soft à des Américains, chez eux, leur fonds de commerce, on est des Roumains ou des Polonais, ce que vous voulez. Mais voilà, jamais ils iront acheter un logiciel français. Mettez-vous ça dans le crâne. Sauf si vous pouvez leur démontrer la valeur, le ROI, mais de façon extraordinaire. Donc, première stratégie, c'est effectivement montrer que vous êtes les rois du pétrole. Deuxième stratégie, c'est d'être américain. Donc, américaniser tout. Le marketing, la communication, le site, le produit. Et donc nous, on a passé, moi j'ai passé 6 mois à Philadelphie pour essayer de comprendre comment il fonctionnait, quelles étaient les attentes de mes prospects, et donc de changer le produit pour correspondre à ça. Tu as même changé ton nom. J'ai même changé mon nom, ouais. Sur mon LinkedIn, donc là j'ai remis les deux, mais mon prénom c'est Timothée. Timothée c'est imprononçable pour un Américain, donc je m'appelle Tim Bast.
Et je me suis toujours présenté comme Tim. Mes cartes de visite aux États-Unis, il y a marqué Tim, il n'y a pas marqué Timothée. Et c'est super important pour eux. Ben, tout simplement parce qu'on est dans la compréhension. Donc, plus on introduit des éléments qui ne sont pas compris, plus la tension baisse. Donc, il faut être très clair dans son expression et jamais créer de la perturbation. Pour continuer, donc un peu dans le désordre. Donc on a commencé, donc je me suis installé 6 mois à Philadelphie, et moi, c'était pas par hasard, donc je suis l'un des cofondateurs. Pour rebondir sur ce que tu disais, Hugues, et ça on l'avait bien perçu par les différents accompagnements qu'on avait eus, donc ça ne peut passer que par un cofondateur. Et puis on avait cette problématique de produit, donc d'où l'intérêt que ce soit moi, et puis accessoirement je parle mieux anglais que Sylvain, mon associé. Ça peut faire rire, mais en fait ça passe par là, et ça passe d'autant plus par là que quand on veut être global pour une boîte qui a priori est française, bah, assurez-vous d'avoir des collaborateurs qui parlent anglais. Ok, c'est con quand je dis comme ça, mais quand je suis parti, j'en avais pas un qui était capable de parler vraiment anglais et de faire du commercial et de m'accompagner. D'accord? Pas un. Capable de répondre au téléphone et d'être à l'aise avec un interlocuteur anglais parmi mon équipe commerciale. Donc on a commencé à changer ça et à recruter. Donc maintenant, notre stratégie, c'est de recruter des Anglais, des Américains à Lyon, déjà, pour commencer à vendre le produit depuis Lyon, et quand on sera en autofinancement, on pourra repartir. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché au début? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh ben, 6 mois tout seul. Moi, j'ai une collaboratrice qui m'a rejoint après, qu'on a recruté pour ça, qui, elle, parlait anglais. 6 mois tout seul, effectivement, sans réseau, même en attaquant les boîtes, les filiales américaines des boîtes françaises ou les Français qui sont locales. Finalement, ça a été là-dessus, ça a été un échec en termes commercial. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses, de bouger le produit, le market et notre stratégie commerciale, mais pas de vendre. D'accord ? Je pense le produit n'était pas prêt, pas suffisamment mature pour le marché. Pourtant, on avait été préparé. Pourtant, on a eu un accompagnement pendant 3-4 mois avant par la CCI qui nous a bien redit 10 fois attention, vous n'êtes pas encore prêt. Attention, votre produit, votre site internet, il n'est pas encore prêt. Ça passe pas du tout. Les Américains sont extrêmement perfectionnistes. La moindre faute, j'ai un Américain qui m'a dit ouais, regarde ton site, il y a une belle faute d'orthographe. Je dis non, revolutionize, avec un Z. C'était ça. Hein. Alors je sais plus, entre US et UK. Alors si c'est britannique, c'est avec un S, voilà. Les Américains avec un Z. C'est ça. Donc on avait fait traduire par un Britannique et mis un S. Mais non, ça ne s'écrit pas comme ça, je suis désolé. Merde. Et on repart. Donc le premier échec, ça a été ça. Ça a été l'incapacité à vraiment trouver comment aborder nos clients. Et en particulier parce qu'on n'était pas suffisamment préparé. Je rebondis là-dessus parce que Hugues nous parlait de réseau. Et je pense au-delà de réseau, il faut penser en écosystème. Quel est l'écosystème dans lequel je vais pouvoir m'insérer très très rapidement? Ça suppose des contacts avec des universités, avec d'autres sociétés, pourquoi pas des sociétés françaises qui sont déjà implantées sur place pour accélérer mon apprentissage. Quels sont éventuellement mes concurrents avec qui je peux discuter? Il faut vraiment se créer, oui, un réseau, mais tout un écosystème pour t'accompagner, parce que sinon, si tu es vraiment tout seul dans ton coin, pourquoi pas se mettre plutôt dans un espace de coworking, c'est plus dynamique. Rester tout seul dans son coin, c'est trop difficile. Clairement, il n'y a rien à dire. Donc moi, j'ai fait plein de cowork là-bas. C'est bien, mes Américains sont donc extrêmement faciles d'accès comme ça. Là, on va discuter 2 minutes, mais après, même pour aller boire un verre et pour rentrer dans le deuxième cercle privé, c'est extrêmement complexe. Arriver à se faire un copain américain, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a commencé par la CCI en France, d'accord, qui nous a accompagnés sur la démarche. Ensuite, la Chambre franco-américaine à Philadelphie, qui nous a accompagnés là-dessus aussi. Et puis après, on a fait partie de plusieurs programmes conjoints, en particulier Big Booster, qui commence la semaine prochaine d'ailleurs, la nouvelle promo, qui est un programme d'accompagnement
porté par... alors je ne vais pas faire de conneries, je ne vais pas dire qui le porte parce que je suis sûr de me planter. Il y a plein d'acteurs. Ouais, il y a la Fondation pour l'Unité, Métro, c'est tout. Et il y a le Mass Challenge à Boston, encore. Bref. Et puis on a fait un programme d'accompagnement qui s'appelle UBIO, entre BPI et Business France, qui est un programme très complet sur 10 semaines, qui accompagne une quinzaine de startups par an. Avant de revenir à Hugues, juste raconte-nous le premier client. Attends, le premier client, mon premier vrai client, c'est-à-dire quelqu'un qui paye, c'est une Française qui vit à Philadelphie, qui a une boîte de traduction qui habite là-bas depuis 20 ans. Donc le contact a été facilité parce que c'est une Française, même si on parlait anglais. Donc voilà, je pense que tu as dit le mot, le premier client payant. C'est pas grave d'avoir des clients qui sont pas payants. Le tout, c'est d'avoir une base installée. Parce que le truc où on bute le plus rapidement possible, c'est qui est-ce que je peux contacter qui a déjà mis ça en place. Et là, on dit, ah ben en fait, personne. Et la discussion est un peu stoppée. Donc, si on est assez fier de son produit, on n'a pas peur d'en donner gratuitement à X nombre de personnes, histoire de dire, j'ai X nombre de références, ça tourne, ça marche, vous pouvez passer un coup de fil. On va revenir à Tilki, mais juste Hugues. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'écosystème, en l'occurrence, donc nous, c'est quelque chose qu'effectivement, on a beaucoup travaillé après nos premiers pas en Amérique du Nord. Donc on l'a fait à différents niveaux, en prenant d'un côté un soutien vraiment au plan du conseil d'administration et du board nord-américain. Donc on a pris l'ancien Chief Marketing Officer d'Oracle, qui est vraiment un expert du domaine du logiciel, qui est dans 7 ou 8 startups en même temps, toutes des startups globales du logiciel, qui a un réseau absolument extraordinaire et qui comprend ce qu'on fait et qui nous a aidé aussi à comprendre les codes nord-américains et qui nous a apporté son réseau. Et quand je dis il a apporté son réseau, y compris soutien marketing, allez voir telle personne dans la Silicon Valley, j'ai travaillé avec lui, il est bon, il va vous aider sur la proposition de valeur, il va vous aider sur le messaging. On a amené l'ensemble du management de la société pour un exercice de messaging à San Francisco, avec probablement les meilleurs pour notre domaine finalement. Et c'est repérer ces personnes-là, repérer les personnes qui peuvent effectivement avoir cet impact pour vous, ça c'est pour moi absolument essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et par ailleurs, vous avez compris que nous, on est dans un domaine qui est quand même très, très complexe et sur lequel il faut effectivement avoir des spécialistes. Et les spécialistes, vous pouvez en embaucher effectivement. Nous, on a un vendeur qui est un très bon vendeur de ce type de solution. Qui nous a effectivement coûté assez cher et qui nous coûte assez cher, mais qui a aussi l'impact qu'on souhaite avoir localement. Mais on est aussi allé chercher pas mal d'agents, distributeurs ou en tous les cas business développeurs qui ne sont pas directement dans la société mais qui nous apportent leur réseau. Et tout ça, on l'a créé effectivement pas la première année, la deuxième année. Et c'est ce qui nous a amené aux premières ventes. Et c'est vraiment la création de cet écosystème qui finalement permet également d'avoir une flavor nord-américaine plus forte. C'est-à-dire qu'on n'est plus la petite société logicielle française, voire même lyonnaise, pour peu qu'on sache où Lyon est situé. Mais on est maintenant une société qui est portée par le CMO d'Oracle, enfin l'ancien CMO d'Oracle, l'ancien président de SaaS Institute, qui est une énorme société nord-américaine de Predictive Analytics, des responsables marketing qui connaissent très bien le big data, le predictive analytics en Amérique du Nord, des distributeurs qui connaissent très bien nos verticaux, c'est-à-dire Energy Utilities. Et c'est l'ensemble de ces composantes-là qui permettent d'asseoir une crédibilité auprès de nos premiers clients. Tim, tu souhaites rajouter quelque chose ? Je souhaite rajouter quelque chose sur le pognon. Si vous partez aux US, il faut accepter de passer un an à perte. D'accord ? Alors, de notre expérience, il y a deux modèles. Si vous avez le pognon, d'investir effectivement, et on parle de 2 à 3 millions de dollars. D'accord ? Pourquoi autant ? En particulier, parce que donc, le modèle traditionnel, c'est de garder la R&D en France, ça, il n'y a pas de question. La France est un paradis fiscal pour faire de la R&D.
et de mettre le Sales Market Strategy aux États-Unis. D'accord? Donc plutôt, en ce qui nous concerne, du coup, côte Est. Et là, dans les Silicon Valley, en ce qui nous concerne, aucun intérêt. Une fois qu'on a dit ça, c'est impossible d'imaginer prendre un commercial américain. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement... comment dire, ils savent faire qu'une seule chose. Ils sont monotâches, les gars. D'accord? Ils sont très bons. Une fois qu'ils savent ce qu'il faut faire, et qu'on leur a dit, voilà, ils sont très bons, mais ils sont monotâches. Donc, si vous prenez un commercial pour trouver du lead generation, il va faire que ça. C'est pas le type qui va closer. Hein. C'est pas le type qui va faire les webinars. C'est pas le type qui va appeler les clients, les cold calls, etc. Donc, pour monter une équipe, c'est tout de suite 4 ou 5 sales. Des commerciaux à New York, c'est entre 60 pour un débutant à 150, donc $1000 par an hors prime. Vous faites le calcul, et sur la première année, ils ne vont rien vous rapporter. Voilà. Donc j'ai vu que tout le monde a fait Gloops, donc c'est bien. Non, effectivement, il ne faut pas sous-estimer la mise de fonds pour partir là-bas. Ou deuxième possibilité, c'est du coup la stratégie qu'on est en train de prendre, c'est possible dans notre cas, c'est pas possible dans tous les cas, hein, c'est de se recentrer un petit peu. On a aussi une partie service dans ce qu'on fait aujourd'hui en France, c'est à peu près 30% de notre chiffre. Et ben, sur la partie US, on s'est dit qu'on laissait tomber cette partie-là, qu'on allait vendre que du soft, que de la licence, et en particulier via on est intégré dans des outils comme Salesforce, et que c'est ça qu'on va pousser. Et tout ça, donc nous dans ces cas-là, on se concentre uniquement sur la maintenance et le support. Tout ça, on peut le faire depuis la France. D'accord ? Alors, on a deux exemples. Ça semble faire sens pour Cosmo Company d'être à San Francisco. Ils sont dans l'analytique. C'est quand même l'écosystème qui leur va bien. Dans l'autre cas, on est quand même sur la côte Est. Il faut savoir qu'il y a 3 heures de décalage entre les deux. Et pour vous, si vous allez beaucoup voyager entre les deux, c'est quand même nettement autre chose d'aller vers la côte Est que de chaque fois traverser avec 9-10 heures de décalage. Déjà 12 heures de vol de Paris-San Francisco, ça fait mal. Mais le décalage horaire aussi, c'est pas facile à gérer parce qu'en fait, ils sont jamais là au bon moment. Donc la côte Est est quand même beaucoup plus simple. Il y a des pôles. Aujourd'hui, Philadelphie, c'est pas mal comme pôle. Boston qui se développe très très bien aussi, très dynamique autour de Harvard, MIT, etc. New York aussi qui se développe pas mal dans le soft. Donc vous pouvez faire une tentative selon votre marché. Est-ce que vous êtes B2B, B2C? Mais la côte Est a quand même beaucoup d'avantages en termes de simplicité d'accès. Oui, je suis d'accord sur ce point. Alors, nous, on gère ça en fait avec Michel, qui est le cofondateur de Cosmo, qui aime se lever très tôt. Donc, ça permet de gérer pas mal de sujets. C'est-à-dire qu'il se lève effectivement très tôt, entre 4h30 et 5h30 du matin, tous les matins, pour pouvoir échanger avec les équipes françaises. Donc, il prend une partie de la charge du décalage. Après, il faut reconnaître que c'est effectivement une problématique. Et je pense qu'il faut vraiment faire un choix qui correspond alors probablement à l'envie profonde des deux cofondateurs ou des cofondateurs dans les entreprises, parce qu'il va falloir le porter, ce choix. Donc il faut l'avoir bien pensé au départ et être bien aligné. C'est-à-dire que s'il y a un désalignement là, ça va être complexe à gérer par la suite. Nous, on était alignés sur ce choix et on savait qu'il y aurait effectivement la problématique liée au créneau horaire, au coût, parce que San Francisco a tendance à être également plus cher qu'un certain nombre d'autres places d'implantation en Amérique du Nord. Maintenant, moi, j'ai clairement exprimé les raisons pour lesquelles on était là-bas. Effectivement, on a des partenaires clés qui étaient importants pour nous là-bas. On a un marché direct qui est important pour nous là-bas. On a un écosystème qui est important pour nous là-bas. Je vais juste donner un exemple qui peut paraître idiot parce qu'il n'est pas directement lié en l'occurrence à l'Amérique du Nord, mais il y a à peu près tous les CEO des sociétés industrielles européennes que l'on vise vont à un moment ou à un autre dans la Silicon Valley pour voir ce qui s'y passe.
pour savoir quels sont les nouveaux trends, quelles sont les nouvelles technologies disruptives, quels sont les nouveaux outils d'analytics, en l'occurrence, sur lesquels il faut se reposer. Et on fait partie, nous, du parcours. C'est-à-dire qu'ils passent, alors pas tous, mais un certain nombre passent chez Cosmo à San Francisco. Et donc, du coup, ça nous permet de discuter en direct avec la dirigeante d'Engie, le dirigeant de la SNCF, ce qu'on aurait probablement eu beaucoup plus de mal à faire en Europe. Parce que ce qui est amusant, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, on peut avoir des contacts très directs en Amérique du Nord, y compris avec des CEO européens. En revanche, en Europe, c'est toujours bon. Le trend, enfin, le temps est toujours plus long pour avoir ce type de contact. C'est toujours beaucoup plus complexe. Et être présent là-bas nous donne cette approche directe. Voilà. Donc, pour nous, c'est un très bon choix. Et sur la dimension marketing, hein, qui est une dimension essentielle, ce que tu disais, stratégie marketing, sales en Amérique du Nord et avoir des fonctions clés là-bas, c'est un choix que l'on a fait. Et effectivement, dans notre domaine, l'écosystème est très très fort autour de San Francisco. Encore une fois, ce n'est pas le seul endroit, mais pour nous, ça a été un choix que l'on ne regrette pas. Et par ailleurs, dernier point, ça a un impact très positif sur nos clients européens. C'est-à-dire que le côté Lyon-San Francisco, en fait, sur l'image que l'on porte, l'image d'innovation, de transformation, puisque ce qu'on apporte, c'est des solutions transformationnelles pour nos clients, ça marche en fait, cette idée d'avoir les deux et cette culture qu'apporte la combinaison des deux à la société globale est importante pour nous. Voilà. Merci Hugues. Donc il y a quand même deux enseignements dans ce qui vient d'être dit. Premièrement, des fois, il faut aller loin de chez soi pour revenir plus fort. Deuxième chose, c'est que le fait d'avoir deux écosystèmes, vous accélérez votre apprentissage. C'est un peu ma passion, c'est le vin. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui Chapoutier en Australie, en Afrique du Sud et ailleurs? Tout simplement parce qu'en 12 mois, il peut vivre 2 ou 3 saisons. Donc, il va accélérer son apprentissage. Vous, c'est exactement la même chose. En essayant de tâtonner le marché américain, même si ce n'est pas une réussite totale sur le plan commercial, ça sera sans doute une réussite personnelle pour vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez mettre ça à profit en revenant ici. On va, à moins que tu souhaites rajouter quelque chose. Juste un point, et en plus ça peut ne pas vous coûter cher. Pour vous donner, donc sur les 18 derniers mois, je pense qu'on a dépensé sur notre acculturation, je vais le dire comme ça, du marché américain, ça nous a coûté un peu plus de 100 000 €, d'accord, avec les différentes aides de l'État, COFAS, Crédit Export, aide de la région, SIPME, enfin pas SIPME, il y a un programme qui est spécifique sur l'export, on en est à 50% qui est pris en charge par l'État, d'accord. Merci, Go to Export, en bref. Donc pour toute notre démarche d'acculturation US, ça nous a coûté en net moins de 50 000 €. Donc, avant de passer aux questions, si vous deviez chacun résumer les bons ingrédients, demain je souhaite implanter ma société, les 3 choses à ne pas faire, les 3 choses à faire. Alors les 3 choses à faire, alors arriver effectivement, je pense envoyer un cofondateur. Pour moi, ça c'est très important, c'est-à-dire que ce soit vraiment un membre de l'équipe de direction qui parte. 2, ne pas oublier que l'on n'a pas de réseau en Amérique du Nord, donc il faut créer très rapidement son écosystème. Donc il y a plein de façons de le faire, mais je penserai écosystème tout de suite en disant comment je crée cet écosystème extrêmement rapidement. Et 3, probablement, alors au sein de cet écosystème, probablement, trouver quelqu'un qui mette tout de suite sur la partie offre, marketing, messaging, pour m'adapter très rapidement au code nord-américain. Et par ailleurs, le fait de faire cela a un impact, c'est ce que tu disais, hein, je suis tout à fait d'accord, ça a un impact extrêmement positif sur la société, où qu'elle soit. Il se trouve que nous, elle est française, mais effectivement, tous les exercices de messaging que l'on fait en Amérique du Nord sont d'une valeur extraordinaire, et le niveau de perfectionnement qui est demandé est extrêmement important pour nous, est un accélérateur formidable. Alors ensuite, les erreurs. Les 3 erreurs à éviter.
3 Mais erreurs ça à rejoint éviter. un peu, c'est l'inverse de 3 plus que tu as donné. Ouais, j'aurais probablement dit ne pas y aller trop tôt, mais je suis pas sûr que ce soit vrai parce qu'en fait, on peut apprendre très tôt. En fait, on peut même apprendre quand on n'a pas encore complètement son produit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut peut-être pas trop investir trop tôt. Mais y aller relativement tôt, je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, il y a, non, je dirais investir graduellement, c'est-à-dire au fur et à mesure de ne pas investir trop tôt, trop fort. C'est-à-dire que je pense qu'il faut ce processus d'acculturation, enfin de compréhension du marché. Donc, il faut peut-être y aller graduellement. Voilà. Et ensuite, y aller probablement pas avec une approche service qui me paraît compliquée pour une société française, mais plutôt avec une approche produit. Donc, y aller au moment où il y a quand même une vision du produit qui est relativement stable ou stabilisée. Voilà. Tim ? Je vais essayer de faire l'exercice. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est une préparation extrême. Et plutôt que de s'implanter direct, se dire je vais aborder le marché américain, je vais m'implanter. Non, faire plusieurs allers-retours. Voilà, pour commencer à comprendre et s'acculturer. Premier point, basculer la boîte en mode global. C'est con, mais nous, avant de partir, notre site internet, et d'ailleurs c'est un peu toujours le cas, notre site internet principal, c'est le .fr. Notre marketing, nos réseaux sociaux, etc., notre communication, elle est principalement en français. Donc basculer ça en anglais, s'assurer que les équipes soient bilingues. Et donc basculer tous les recrutements sur des profils bilingues. Troisième point, c'est l'accompagnement. J'en ai un peu parlé, mais si c'était à refaire, je le referai, tout l'accompagnement qu'on a reçu. Dans les erreurs, je te rejoins, je le redis, ne pas cramer trop. J'en ai rencontré pas mal des entrepreneurs français qui ont cramé 1 million à 2 millions et qui rentrent la queue entre les jambes. Voilà. Moi, j'estime qu'on a cramé effectivement 50 000 euros, ça les valait largement. Garder le lien avec, donc, pour rebondir sur ce que tu disais, dans ce qu'il faut faire, à mon humble avis, c'est qu'il y a un des cofondateurs qui parte. La complexité, c'est d'arriver à garder le lien. Nous, ça a été très très dur. On n'a pas réussi avec Sylvain à garder le lien et à garder le lien avec l'équipe. Donc garder le lien avec son cofondateur, premier point, et garder le lien avec le reste de l'équipe. Et ça a été le retour a été assez complexe à gérer. Et erreur aussi, le fait d'y aller tout seul. Tout seul avec sa bite et son couteau, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et encore une fois, un Français tout seul est perçu comme un Roumain. On peut pas ouvrir une porte tout seul. Ah, allez, il y a l'accent, c'est cute, donc ils nous reçoivent 5 minutes, mais ça s'arrête là. Brad, en tant qu'expert, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, les 3 premiers points, c'est le pitch et le pitch. Et ensuite, le pitch. La valeur, la proposition de valeur, il faut vraiment travailler là-dessus, soigner son marketing, soigner le nom de sa société, soyez prêt à le changer. Si vous percevez que ce nom n'est pas adapté, on peut très bien vivre avec 2 noms. Mais il faut commencer avec un nom qui est adapté au marché nord-américain, sinon ça ne marchera pas. C'est la fameuse histoire de Nova, la Chevrolet qu'ils ont vendue en Amérique du Sud, Nova, donc l'étoile, mais en fait en espagnol, ça ne marche pas. Donc ce n'était pas une réussite fulgurante. Ce qu'il faut ne pas faire, oui, effectivement, l'écosystème. Soyez accompagné, même si c'est un consultant externe qui vous coach, mais il faut être accompagné parce que tout seul, ça va être sans doute du tourisme industriel, mais pas forcément une implantation d'une société. Et puis, bon, bien entendu, ne pas négliger l'aspect juridique. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais quand même, il faut un avocat avant de commencer à signer des contrats. C'est absolument indispensable. Sinon, on risque d'avoir des surprises très coûteuses. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, pour Timothée, tu as parlé de l'hyperspécialisation des Américains, qui est assez différent par rapport à la France. Comment tu as fait quand tu as monté ton équipe pour recruter les bonnes personnes ? Eh ben, du coup, j'ai pas monté d'équipe, parce qu'on n'a pas les moyens. Nous, on a levé 1 million, un petit peu plus d'1 million. J'ai pas les moyens d'en investir autant aux États-Unis.
Et clairement, on n'a pas pu démontrer en 4-5 mois l'importance du marché et la méthodologie qui permettait à nos invests actuels de remettre 2 millions sur la table. Par contre, comment je montrais l'équipe ? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Et c'est accentué par le fait que faut bien se mettre dans l'idée de comment fonctionnent les jeunes Américains. Ils démarrent la vie active, jeunes parce que les vieux, vous n'aurez pas les moyens de les prendre. Hein. Ils démarrent la vie active avec 500 000 dollars de prêt. Ils ont donc une énorme pression, il n'y a pas de chômage. Je vous rappelle au cas où. Donc ils ont besoin d'avoir une boîte qui leur permet de rembourser leurs dettes et qui n'ait pas de moment où ils vont se retrouver à la rue. Donc leur prise de risque pour une start-up française, roumaine, je vous le rappelle, elle est 0. Donc vous aurez le bas du panier. D'accord ? À moins d'avoir une extrême notoriété, donc il y a Sigfox, je pense aux US qui peut recruter, les startups françaises, on est complètement sous le radar. On n'existe pas pour eux. Donc ouais, j'ai pas la bonne réponse aujourd'hui. Pour moi, la réponse, si demain on doit, et on va continuer, c'est de commencer en embauchant des Américains ici. Donc aller embaucher école franco-américaine, c'est-à-dire pour avoir des Américains qui vivent en France et qui ont des velléités d'y retourner, en prendre 1 ou 2 et les emmener après. C'est comme ça que moi je ferai. Mais monter une équipe de 6 personnes, de 5-6 sales, bon courage. Bah, je te passe mon CV après. Hein. En fait, je pas pense les moyens. En fait, on peut effectivement scinder et sous-traiter. On peut imaginer, par exemple, faire la partie lead generation depuis la France, pourquoi pas, ou bien même un consultant qui pourrait faire que cette partie-là. Mais je suis d'accord avec Tim que la personne système D qui va pouvoir faire webmaster, lead generation et un vrai chasseur, on ne va pas le trouver, cette personne-là. Donc, il vaut mieux miser sur la personne qui sait faire signer. Et je confirme, et pour aller dans ton sens, nous, on avait commencé à mettre en place une démarche pour tous les cold calls. Donc, on faisait effectivement le lead generation depuis la France, les cold calls avec une boîte américaine et qui crachait du rendez-vous. Et effectivement, les rendez-vous, du coup, l'objectif, c'était d'avoir un Américain qui y aille. Et moi, pour faire le closing. Au deuxième rendez-vous, rassurer et closer. Pour rebondir là-dessus, je pense que on est toujours dans cette notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans l'écosystème différents acteurs qui jouent différents rôles. Nous, on a réussi à recruter un très bon sales parce qu'on avait dans notre écosystème l'ancien CMO d'Oracle qui, à un moment, a joué son rôle. Et qui donc, en dehors de notre pouvoir de conviction à nous, a apporté le sien. Et donc, c'était important. Sur le marketing, même chose. Il nous a apporté son écosystème marketing. Donc, des gens qui ne se seraient pas forcément intéressés à nous, se sont intéressés à nous parce qu'il y avait un des acteurs clés du Predictive Analytics qui était au board de Cosmo. Et qui était sur les vidéos de Cosmo, qui disait partout que c'était la nouvelle disruptive technology du Predictive Analytics. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, et ça impacte pas mal de secteurs. Et on peut avoir, nous, encore une fois, dans notre domaine, on est très energy utilities. On a réussi à convaincre des gens qui avaient cette capacité à nous apporter les premiers leads sur ce marché-là. Dans notre écosystème et on a créé cet écosystème et donc on n'a pas que des vendeurs en interne, on a un écosystème qui vient nous apporter en fait les premiers opinion leaders dont tu parlais tout à l'heure, les premiers centres qui sont les centres absolument essentiels pour commencer une quelconque activité en Amérique du Nord. Bon, on me fait signe qu'on doit arrêter. Ce que je propose pour ceux qui ont encore des questions, c'est que vous prenez un petit moment avec les speakers à la fin de la session, à la sortie de la salle. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.